Puis la France, 9000 km, 16 millions d'habitants, c'est grand comme la France et le Benelux. Sa capitale, Tananarive, avec ses 2 millions d'habitants. Nous partirons donc de Antananarivo vers Antirabé, de Antirabé, Fianarantsoa. Fianarantsoa, on prendra le train vers Manakara sur la côte est, avant de remonter de nouveau sur Antirabé et nous diriger vers la côte ouest en s'arrêtant et en descendant la Tiribine, ce fleuve avec les crocodiles. Et à Morondave, nous remonterons vers les Tsingi de Bearama pour redescendre à Morondave et rentrer sur Antananarive par un vol intérieur. Le Grand Tana tapisse 18 collines situées à une altitude comprise entre 1200 et 1500 mètres d'altitude, avec une ville basse et une ville haute. La ville haute, où nous sommes, que nous découvrons, se situe bien sûr sur la colline, comme son nom le suggère. Celle-ci, à son centre, place de l'Indépendance, et s'étend du quartier d'Izoraka au nord jusqu'au palais de la Reine qui domine la ville au sud-est. Le palais de la Reine, avec le contraste de cette vieille maison, nous allons le découvrir tout de suite sur la droite. C'est la reine Ranavalona III. Il est construit ici à 1480 mètres d'altitude, en 1834 par un architecte français qui est Jean Laborde. Il a d'ailleurs été partiellement détruit par un incendie en novembre 1995. Toute sa structure en bois fut donc détruite et cette grande poutre de 39 mètres de portée a été inhibée et consommée par cet incendie dramatique de 1995. La dernière reine, d'ailleurs, fut déportée par les Français en 1896 à l'île de la Réunion, puis ensuite exilée en Algérie, où d'ailleurs elle mourut. Devant l'ancien palais de justice de l'époque royale, on voit sortir les enfants de l'école qui rentrent à pied chez eux, pour arriver à la ville basse, qui va partir du marché d'Analakeli avec ses pavillons couverts, face à la grande poste, et un marché permanent qui est, contrairement à l'ancien Zoma, l'ancien plus grand marché du monde qui a disparu. Ce marché d'Androvoangi est ouvert tous les jours, de 6h le matin jusqu'à la tombée de la nuit et de 10h à 17h. Il est seulement installé pour l'artisanat. Ce grand escalier qu'on aperçoit, il a 845 marches entre la ville haute et la ville basse. Selon une pratique héritée du Zoma, ce grand marché se divise en secteurs de ventes différentes, comme d'un côté les vêtements, les chaussures, la viande, etc. Et comme dans beaucoup de pays du monde et africains, le marchandage est recommandé, mais il ne faut pas en abuser. Dans le fond, on va sortir cette sitar, vous savez, ce bambou gravé de différents motifs sur lequel sont fixées des cordes aujourd'hui métalliques. Le lac Anosi a belle allure avec tous ses jaracandas et ses superbes fleurs mauves qui fleurissent de septembre à novembre. Le pays est assisté par une multitude d'associations. Certainement que la plus importante et la plus connue est celle du père Pedro de Matanteaosa. Nous allons nous rencontrer Laza. J'ai eu cette chance de rencontrer l'accueil des sans-abri, présidé par Jacques Tronchon, qui est un père franciscain et ancien professeur à l'université de Tana. Cette association se distingue des autres associations par son approche du problème des sans-abri, car après une longue enquête dans les rues de Tana, celle-ci a élaboré un programme de réinsertion. Les miséreux dans la rue sont récupérés par des travailleurs sociaux et sont réintégrés dans la vie sur une période de 3 ans. La première année, près de 20 familles sont accueillies pendant 1 an dans un centre social pour leur réapprendre à se nourrir, bouger, se reconstruire et travailler. La seconde, c'est une phase de ruralisation à travers laquelle
Les familles emménagent dans une ferme-école et réapprennent à vivre avec les villageois en assimilant les techniques de culture, d'élevage et de vente de leurs produits. Et puis la troisième année, ils sont installés par village de 20 maisons à 250 km de Tana sur des terres vierges attribuées par l'État à l'ASA. L'ASA ensuite confie à chacun 5,5 hectares cultivables, leur donne un zébu, des outils et leur établit un planning de culture agricole adapté à la région. Ils sont également soutenus en alimentation, mais également matériellement à travers des dispensaires, des ponts, des canalisations, des fours solaires, des pompes, etc. Devant vous, c'est justement donc l'équipe dirigeante de l'ASA, avec Jacques Tronchon, son président fondateur. Car avant d'aller rendre visite au métier manuel de cette association, nous allons passer par le rattrapage scolaire. Ou alors, attends, il y a une autre, parce que là c'est 8h moins 20, vous allez sur le Barbet. Les sans-abri sont rassemblés à 15 km de Tana, ils sont logés dans ces petites maisons en bois tout autour d'une place. On va créer la convivialité d'un village, où les enfants sont la dominante. Ils utilisent également une cuisine commune. Ils apprennent la culture et notamment à planter le riz d'une façon rationnelle pour leur permettre d'enlever les mauvaises herbes d'une façon efficace, voire même d'utiliser une charrue, car par la suite, le but est de passer de 300 à 1000 kg à l'hectare. Continuer quelques activités potagères. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, on commence à leur inculquer l'habitude. L'artisanat récupère également même des ponts de voiture avec ses coupelles pour faire des objets pour la décoration et pour la table de tous les jours. Avant d'aller à l'atelier de broderie de l'ASA, nous allons passer par le marché local. Nous sommes dans le fameux atelier de broderie typique à Madagascar. L'ensemble d'ailleurs de cette production sera envoyé en France,
où d'ailleurs la même association va les vendre pour rémunérer comme des salariés ces jeunes femmes. Car toutes ces jeunes femmes ont forcément 2 ou 3 enfants en bas âge qui vivent autour de l'association. Les briqueteries, on retrouve une grande similitude avec celle du Vietnam. Elles sont cuites avec des feux ouverts et ensuite transportées pour la cuisson, après la cuisson vers la route où elles sont transportées. Le travail des enfants n'est pas encore réglementé à Madagascar. Comme dans le reste de l'Afrique, c'est la pauvreté, c'est-à-dire la raison majeure et omniprésente qui limite beaucoup les possibilités économiques et professionnelles dans les zones rurales et qui pousse les familles à recourir à tous les moyens d'accroître leurs maigres revenus. Ce sont d'ailleurs les plantations de vanille de pourvoyance de travail des enfants. Chaque brique pèse 3 kilos, soit pour les plus entraînés, ils arrivent à une charge de 40 voire 60 kilos. Dans la campagne, on rencontre également ce petit chariot. Il n'a vraiment pas un nom particulier. 4 roues et un bras de levier pour le diriger. En dehors d'ailleurs des grosses agglomérations uniquement, on rencontre ce petit chariot. Lorsque ça monte, on pousse et lorsque ça descend, on monte dessus et cela devient un jeu. Antirabé, après le lac d'Andrei Kiba qui est à 7 km et celui de Tritriva à 11 km de Antirabé. Ce lac, le dernier, Tritriva, est d'ailleurs d'origine volcanique. On y rencontre de jolies promenades et des paysages extrêmement reposants. Antirabé, c'est la Vichy malgache, 200 000 habitants. On y rencontre des milliers d'hommes chevaux. Ils sont presque 15 000 à cavaler pieds nus et en tirant leur pousse-pousse. D'ailleurs, ce pousse-pousse, il est d'origine française de la région d'Angoulême. Il a d'abord été implanté au Vietnam avant d'arriver à Madagascar. Antirabé, c'est une ville thermale, délicieusement désuète où les colons venaient trouver la fraîcheur à 1300 mètres d'altitude. D'ailleurs, en 1953, le roi du Maroc, Mohamed V, déposé par les Français, passe que quelques années d'exil à l'hôtel des Thermes, qui est aujourd'hui très très dégradé.
Nous nous dirigeons vers Fianarantsoa. Après Ambrositra, cette capitale de la sculpture sur bois, où on va percevoir des sculptures et des marqueteries, nous allons nous diriger vers les villages Zafimaniri, à 40 km. Après Ambrositra, vous allez voir que ces gens, les Zafimaniri, maîtrisent l'art du travail du bois. Toutes les maisons sont de petits bijoux en soie et sont rigoureusement disposés d'est en ouest selon une coutume. Ils sont donc entièrement construits en bois précieux, donc du palissandre, sans un clou, simplement assemblés. Les volets et les pignons sont finement sculptés et on y trouve des motifs typiques des Zafimaniri. Nous allons forcément rendre visite au maire car c'est la coutume pour visiter son village et en profiter pour lui laisser une obole. Mungkin harus gitu lahir lagi nih. Tout, c'est le départ avec le train. On est à 1100 mètres d'altitude. On est ici sur un terroir productif de vin et de thé. Le célèbre train FCE qui sera à Manakara est le dernier donc, de la ligne de train du pays qui fonctionne à peu près normalement. Il a été construit par les colons au début du XXe siècle pour se rendre à Manakara sur la côte est où il y a l'océan Indien. La forêt très dense avec ses flancs escarpés de falaises et de jolies cascades. On sait à quelle heure on part, à peu près tout le temps vers 7 heures, mais on ne sait pas à quelle heure on va arriver. 163 km, 17 gares, 67 ponts et 48 tunnels. Sur les quais, des bananes, des beignets, des poulets et des écrevisses. Il vaut mieux d'ailleurs voyager en première, il y a moins de monde. Lorsque tout va bien, il faut 10 heures. Nous mettrons 15 heures. La halte à Yonaliri, où en pleine gare, les habitants sur pilotis nous laissent rêveurs. C'est la seule raison apparente, c'est la vue. La vue sur la voie ferrée, pour se trouver ensuite en première ligne pour faire du commerce. C'est très surprenant. Enfin, Mahabato. Nous sommes à peu près à mi-chemin. Nous allons descendre en pleine brousse pour vivre chez un commerçant que j'avais rencontré un an plus tôt. Celui-ci, avec un ami chinois, souhaite d'ailleurs implanter des cases pour les touristes de passage. En dehors du train, il n'y a aucune route et la rivière avec ses cascades n'est pas navigable, sauf pour une traversée d'une rive à l'autre comme devant vous. Près de l'école, il pile le mil et l'orge tous les jours, juste avant que le jour se couche.
Nous sommes chez José. José Yves du Rhône, un nom tout à fait français. Il parle d'ailleurs couramment notre langue, mais il n'est jamais venu en France. Son environnement est extrêmement paisible et il fait bon s'y attarder. Le café est très important. Il a été très important, car aujourd'hui, il est pratiquement abandonné. Pourquoi? Car le cours du café dans le monde a terriblement chuté. On reconnaîtra les ananas sauvages à cette couleur rouge vif, car ils ne sont pas comestibles, il faut s'en rappeler. Nous allons rencontrer la rivière Faraoni, où d'ailleurs les Japonais ont un projet d'implanter une turbine pour confectionner de l'électricité pour notre village, qui est le village de Mahabato. Dans ce village de brousse, il y a d'ailleurs encore un roi, élu d'ailleurs que par des descendantes féminines, et qui a sous sa tutelle 44 petits rois de villages voisins. En fait, il est le chef d'une province avec 44 petits villages rattachés à son pouvoir. Son grand-père, le roi, son grand-père, s'appelait Randriamitanuni. Randriamitanuni. Io zany dia nifankatia tamin'ny vazaha zay tonga taty. Il était en relation, il avait beaucoup d'influence avec les colons français de l'époque. Raha olona tonga eto zany eto ranovola eto dia tsy maty na ino henoko anazy. Tous les gens qui sont poursuivis ou bien qui peuvent être qui ont fait des fautes graves dès qu'ils viennent ici, ils n'auront pas la peine de mort, quoi, parce que avant ça existait. Par le roi à visiter son palais, qui est une case pratiquement vide. Uniquement de quoi manger et dormir, mais toujours avec un principe immuable sur des orientations précises, c'est l'art de la géomancie. Au nord, le feu à même le sol, au sud pour recevoir les invités, à l'est pour entrer dans le palais et à l'ouest pour en sortir. La vanille, cette orchidée qui vaut de l'or, car Madagascar est le premier mondial de vanille. La région d'ailleurs de production se situe au nord-est de l'île. Elle est d'ailleurs très difficile d'accès et toujours en pleine brousse. Cette orchidée venue du Mexique fut introduite à la fin du 19e siècle par des planteurs de l'île de la Réunion. Et n'ayant pas de pollinisateur naturel à Mada comme d'ailleurs à l'île de la Réunion, il faut donc remplacer les insectes et créer un sacré travail, d'autant que les planteurs impriment aussi leur marque sur les gousses comme du bétail. En remontant, nous allons rencontrer des fleurs sauvages qui sont des amaryllis sauvages.
On va en profiter pour en remonter au village pour rencontrer quelque chose d'incongru, le casino de la ville. Et comme il faut bien repartir 2 jours après pour prendre le train qui va toujours dans le même sens après son aller-retour, eh bien nous allons repartir vers Manakara depuis Mahabaku. On rencontre de jolis visages et des scènes typiques du trajet. On en profitera pour ramasser quelques lichis qui mûrissent à partir de la mi-décembre. Tout le long du parcours, le spectacle est enrichissant. On rencontre aussi bien des personnes qui nous font du commerce de différentes façons, à même titre que nous allons rencontrer également donc des habitants qui préparent le poisson parce qu'ils vont arriver à Manakara, ils ne veulent pas attendre que le poisson pourrisse et ils le revivifient avec un peu d'eau. C'est poisson de l'océan, ça? Ou de l'eau douce? Poisson du lac. Du lac? Oui. Ah oui. Voilà, tu vois? On remarquera cette jeune femme qui a l'air d'être pressée de rentrer chez elle. Et puis, tout de suite, dans la même foulée, observons la voie ferrée, qui est régulièrement modifiée à chaque trajet du train. Non, c'est pas du tout un effet d'optique. Regardez les 2 wagons comme ils se promènent sur cette voie ferrée. Et le comble de tout ça, c'est qu'en arrivant, le terrain d'aviation. C'est exceptionnel et unique au monde. À Manakara, nous sommes reçus par un groupe de musiciens que j'avais donc rencontré l'année d'avant. Le groupe Fanasina, qui veut dire le sel de la terre. C'est un ensemble familial, parents, enfants et neveux. Et comme ce chef d'orchestre possède une oreille parfaite, il va fabriquer lui-même ses instruments qu'il commercialise.
Le canal de Pengallan est un canal qui est parallèle à l'océan Indien, et c'est le général Gallieni qui en décréta la construction le 30 mai 1896. Il est d'ailleurs peu profond, dans des lieux marécageux et même avec des crocodiles et des moustiques. Il est alimenté régulièrement en eau douce grâce aux innombrables cours d'eau qui y descendent vers la côte. En fait, il fallait une voie de communication qui, depuis Tamatave vers le sud, l'océan Indien et lui étant impraticable. Ils ont donc creusé 654 km. Ils l'ont fait creuser par 4000 coulis qui sont venus de Chine. 8 ans plus tard, en 1904, il ne restait plus que 500 coulis sur les 4000. C'est le résultat de la colonisation. Aujourd'hui, les portions du canal du nord de Tamatave et du sud de Mananjari ne sont pratiquement plus navigables car ils sont envahis par les jacinthes d'eau. Ensuite, avec Jean-Marie, le guide sympa, c'est son nom. Quand vous prenez les guides touristiques, on cherche le guide sympa à Manakara et c'est Jean-Marie. On va partir avec lui à la rencontre des villages en pirogue. Nous allons remonter le canal de Pengallan pour rejoindre l'océan vers les villages de pêcheurs. Et puis, on aura la chance de rencontrer une côte de baleines et des mâchoires de requins. Car cet océan regorge de requins et la baignade en mer est vraiment déconseillée, sauf bien sûr dans les quelques baignoires naturelles aménagées par les récifs. Après avoir rencontré les pêcheurs, nous qui arrivent donc de l'océan, nous allons en profiter pour leur acheter le résultat de leur pêche pour manger ce midi.
vue sur la plage. Il n'y a pas d'abattoir dans l'île, sauf bien sûr dans les grandes villes. Si la plupart des troupeaux sont acheminés en camion, d'autres n'ont pas cette chance. Nous avons rencontré d'ailleurs un maquignon qui était parti il y a 1 mois et demi du sud à 1400 km, avec lui 28 bêtes. Il a acheté au départ 50 000 francs malgaches le début, et qu'il va revendre à Tana à peu près 20 fois plus cher. Bien sûr s'ils ne tombent pas malades et s'ils ne sont pas attaqués par des voleurs de bétail. Le repas, après nos différents achats de poissons, est bien sûr servi sur des feuilles de bananier, avec, comme je vous l'ai annoncé en première partie, les noix de coco en apéritif. Et nous laisserons ensuite les restes aux petits poussins qui vont se régaler. Ce sont des bogues, avec à l'intérieur 3 ou 4 kélélés qu'on appelle. Et puis le roi des arbres malgaches, le ravinal, ou si vous préférez l'arbre du voyageur. Merveilleusement beau, il se déploie en éventail et il peut offrir également le toit et le mur, c'est-à-dire le falaba, aux habitants de la brousse, car le tronc va servir pour l'ossature et les feuilles pour la toiture. Et surtout de l'eau, comme vous venez de le découvrir pour les voyageurs égarés. Il est d'ailleurs si beau cet arbre qu'il est devenu l'emblème du pays et celui de la compagnie aérienne nationale. Le jacquier, eh bien on le récupère car son bois est très dur, comme au Vietnam pour les pagodes sur pilotis. Retour vers le village de Jean-Marie, avec ses jolies couleurs de soleil couchant sur le canal. On remarque le drôle de peigne qu'utilise cette jeune fille pour coiffer son amie. D'ailleurs, tout au long, les enfants du village vont nous accompagner en chantant des chants après la cérémonie religieuse du dimanche. C'est le résultat de la colonisation. On arrive chez Jean-Marie où l'ensemble de son village va nous réceptionner en musique. Vous remarquerez la dextérité de la petite fille de Jean-Marie, et la grande beauté de l'autre petite fille due à ce mélange malgache et asiatique.
Départ vers Ramanofana, qui signifie eau chaude, où les Français en firent un centre thermal. Pendant la guerre civile de 2002, les partisans de l'ancien président Rasiska, battus aux élections, ont fait sauter 11 ponts d'accès à cette capitale de Tana. Nous sommes donc obligés de traverser la rivière avec l'aide de 10 à 12 malgaches qui vont se partager à peu près 20 000 francs malgaches, soit 3 €. Pendant que tout le monde sur les véhicules qui passent, un chauffeur de camion fait sa lessive. Très anachronique. Ramanofana. Plus tard, ce gouvernement malgache va quand même reconnaître le caractère exceptionnel de la faune et de la flore de la région. Et depuis 1991, le parc national de Ramanofana est devenu un classique du tourisme malgache. Malheureusement, cette région est très pluvieuse et assez froide en saison sèche. L'eau de la station thermale sort naturellement à 38 degrés. Dans la piscine à ciel ouvert que nous allons découvrir. Sur leur petit chariot à roulettes traditionnel, toujours le sourire aux lèvres de ces enfants malgaches. Nous continuons dans cette terre rouge, composée de lactérite accumulée sur une couche de matériaux sédimentaires constitués de formations quarstiques, ce sont des calcaires. Entre Ramanofana et Ambrosmaosa, nous allons découvrir l'église construite en dur de ce village qui rassemble la population de l'ensemble de tous les villages de Brousse pour la messe du dimanche matin. Tous ces malgaches croient en l'existence d'un dieu créateur qu'ils appellent Zanahari. Il fut donc facile d'implanter le christianisme au travers des croyances européennes avec le protestantisme et le catholicisme. Depuis l'arrivée d'ailleurs des colons français, l'influence de ces églises et de leurs missionnaires est donc devenue très grande. Ils arrivent de partout lorsque les cloches sonnent la messe du dimanche.
que les communications puissent avoir lieu avec des routes dans ces quotas, et qui deviennent interdites forcément pendant la saison des pluies. Nous retrouvons enfin une route acceptable, la Nationale 7, qui va de Fianarantsoa à Antirapa.
papier Antémo. Les Antémo, ceux du rivage, sont célébrés par le papier qui porte leur nom. On mélange avec l'acide. Deuxième étape, c'est comme ça. On pèse sur les balances pour voir l'épaisseur de la feuille. Ça, c'est le gabarit d'une feuille 1m65 sur 70. D'accord. C'est ça. L'histoire raconte que les Antémous convertis à l'islam commencèrent à fabriquer ce papier proche du papyrus afin de servir de support au verset du Coran. Plus tard, ce furent les astrologues qui employèrent ce papier pour y noter leurs prédictions. Réalisé à partir de l'écorce d'une variété de mûrier appelée avoa et qui pousse sur la côte sud-est de l'île. Ensuite, la fabrication s'est par la suite déplacée vers l'intérieur des terres plus propices au séchage. C'est en 1936 qu'un planteur français, Pierre Mathieu, parvint à obtenir des Antémous le secret millénaire de la fabrication de leur papier, et depuis celui-ci se produise à plus grande échelle. Tu mets le flash à ce moment-là. Non, pas le contre-jour. Ça manque de lumière. Là, il faut le rajouter. Les pierres semi-précieuses. Il existe dans les hautes terres des dépôts de minerais et de pierres semi-précieuses comme le jaspe, l'agate, le zircon, le quartz rose, la pierre de lune, la tourmaline, le béryl et l'améthyste. Au départ, c'est un tas de cailloux, et à l'arrivée après la taille, voilà le résultat. Un rappel, au kilomètre 717 et 732 sur cette fameuse nationale 7, presque près de Telluar au sud-ouest, il y a des gisements de saphir et d'or. Voilà, mais il nous manque le diamant, hein, c'est les 4 précieuses. Hein. Oui, c'est Voilà, ça. hein. Semi-précieuses, hein. Les aigues marines, la bleue. Là, c'est l'améthyste, mais différentes couleurs. Hein. Ah oui. Là, c'est la tourmaline. Mendriveaz. Après une halte au gîte de la Tiribine, départ pour 3 jours de pirogue avec Jean-Baptiste, un guide piroguier extrêmement efficace. D'ailleurs, celui-ci fait le plein pour les 3 jours de nourriture, y compris des poulets vivants. Avant de partir d'ailleurs, nous avons une formalité obligatoire à accomplir, c'est-à-dire nous faire enregistrer avec notre passeport à la mairie en présence de notre piroguier Jean-Baptiste. Car à l'arrivée, celui-ci nous fera signer une décharge qui prouve bien que tout s'est bien passé. Mais ici, bien sûr, plus d'hôtel, uniquement la toile de tente en bordure de fleuve en compagnie des lémuriens, des caméléons, des crocodiles et des petits martins pêcheurs. Le lémurien, il a 5 familles qui existent sur notre grande île. Ils font d'ailleurs figure d'emblème de Mada. Son parent de singe est donc d'humain et ils appartiennent au groupe des prosimiens.
Et puis le caméléon. Plus de la moitié des espèces mondiales de caméléons se sont rencontrées à Madagascar. 2 grandes variétés endémiques, le chaméléo et le brocessia. D'ailleurs, regardez ces yeux coniques qui s'orientent indépendamment l'un de l'autre et donnent une vision à 180 degrés. C'est d'ailleurs un redoutable chasseur grâce à cette langue à l'extrémité gluante qui peut atteindre la moitié de la taille de son corps et à une vitesse de 4 centièmes de seconde. Ensuite, le lémurien, ce mammifère frugivore, ils se nourrissent de feuilles et de fruits. On en trouve 30 espèces en 5 familles. Rappelez-vous également le lémurien Aaï. Il est apparu dans la dernière dictée de Bernard Pivot en 2004. Il ressemble lui à une chauve-souris. Et puis, les crocodiles. Il s'agit surtout de crocodiles du Nil qui peuvent atteindre jusqu'à 4,50 m. Rappelez-vous également le proverbe malgache qui lance cependant le conseil suivant. Ne nous amusons pas avec les crocodiles car notre chair, elle est succulente. N'oublions pas la multitude de petits martins pêcheurs, ce minuscule oiseau de 5 à 6 cm. Et à la hauteur de Begidro, ces magnifiques cascades de couleur verte, certainement donc sulfureuses. Nous sommes le 2e jour de notre descente sur la Tiribine avant d'arriver à Bélo sur Tiribine. Cette magnifique rivière qui se jette dans la Tiribine. Après vous avoir fait vivre au fil de l'eau de la Tiribine, la voilà, la Tiribine vue d'avion avec son large méandre avant de se jeter dans ce fameux canal du Mozambique. Avec l'accueil de Jean le Rasta et son orchestre de djembé, avant que nous prenions la route vers les Tsingi de Bemahara. Notre premier passage au Baoba, nous sommes à peu près à environ 22 km de Moundave. Nous y découvrons rapidement ce qu'on appelle les racines du ciel. Nous nous attarderons ensuite un peu plus longuement au retour sur ces majestueux baobabs de la famille des Androsonia grandidieri, car il y a 7 espèces de baobabs sur l'île, alors que l'Afrique n'en possède qu'un seul type. Après une petite halte avec notre rencontre de cette charrette à zébu, nous trouvons un oiseau qui nous devance, comme s'il s'agissait d'un film virtuel. Tout au long de la route, les tombeaux Sakalava, ce sont des sites funéraires ornés de sculptures et même parfois de sculptures érotiques. C'est maintenant impossible de les visiter car ils sont dépouillés par des imbéciles qui ont volé tous les objets d'art sacré. Pourtant, l'ensemble était intéressant et il représentait la vie de celui qui y repose. D'ailleurs, une coutume récente apparue sous le règne de Radhana Ier, c'est le retournement des morts, ou si vous préférez le 2e enterrement, le Famadesiana. Après avoir traversé la Tiribine dans son embouchure, nous arrivons aux gorges du Manambolo, une autre rivière. Certaines de ces falaises peuvent atteindre 80 mètres de haut. Les premières tribus de Mada, les mythiques Wazimba, chassées par les habitants des hauts plateaux, se sont installées dans ces grottes. On aperçoit. On y trouve donc des tombeaux Wazimba bien cachés dans les falaises. Attention, si vous en découvrez une par hasard, il est interdit de les montrer du doigt
sauf en recourbant soigneusement son index. Les oiseaux que l'on entend dans le fond, ce sont tout simplement des perroquets. Ils font un vrai tintamarre. Et puis dans notre Tsingy, le mille-pattes. En fait, c'est son surnom, car il n'en possède que 250. Les Tsingy de Beharama sont de vrais labyrinthes, en bas avec des grottes. Et avant de monter progressivement au sommet par des échelles fixées sur les roches calcaires, nous allons découvrir des orgues calcaires. Il fait très très chaud, 35 degrés. Il s'agit de formations quartziques calcaires, appelées Tsingy, qui résultent de la sédimentation de formations coralliennes et de fragments de coquilles d'animaux marins sur une plaque restée immergée lors de la séparation de l'Afrique et de Madagascar. Cette plaque, ramenée à la surface par un glissement tectonique, est un gigantesque ensemble calcaire sculpté par l'érosion et l'acidité des pluies. C'est un site fabuleux, avec des crevasses qui peuvent atteindre 30 mètres de profondeur. Les cigales, là-bas, ont un bruit métallique. Il ne ressemble absolument pas au bruit de nos cigales européennes. Le marché de Bello-Siturubine, regardez ces alignements, cette grande propreté. C'est le reflet vraiment des Malgaches, la grande propreté de l'Afrique.
Nous voilà de retour vers les majestueux baobabs Androssonia grandidieri, avec ici un baobab millénaire, et puis le baobab amoureux. En vous rappelant que cette grande île rouge possède les 7 sortes de baobabs, alors que l'Afrique, elle, n'en possède qu'un seul. Ce baobab, il connaît une multitude d'usages, bien que sa solidité empêche les habitants de l'abattre. Ses feuilles et ses fruits se consomment bouillis. Son écorce sert à fabriquer des cordes et des vêtements, et ensuite à bâtir des maisons. Sa sève est utilisée pour confectionner du papier, et surtout son tronc, véritable réservoir, peut contenir des milliers de litres d'eau. Certains spécimens d'ailleurs vont dépasser les 1000 années, 1000 ans. Nous serons ensuite sur les Champs-Élysées des Racines du Ciel pour un troupeau de zébus accompagné par ce jeune malgache qui apprend à son troupeau le son de son pipeau. Cette jeune femme avec son bébé porte un masque facial, souvent très joliment arboré. C'est un mélange d'art décoratif et d'entretien de la peau. Regardez ici. À Morundave, la mer érode rapidement le littoral sablonneux. Les vagues ont déjà remporté 2 villages. Ces 2 villages côtiers qui, au cours de ce siècle, et le processus se poursuit malheureusement immuablement. On estime que plusieurs kilomètres de terre ont ainsi été entamés depuis 1900. À Morundave, nous sommes au cœur du territoire Sakalava. C'est la capitale de la région du Medab qui bénéficie chaque année de 10 mois de chaleur sèche tempérée par la brise marine. Ce couple, tous les matins, lorsque bien sûr la marée est haute, va chercher sa nourriture quotidienne avec leur filet de pêche. La plage dans l'estuaire de la rivière Morundave qui se jette dans le canal du Mozambique. Ce canal fait sourire. Il a 400 km de large. Les jeunes malgaches lancent leurs voiliers de leur fabrication. Et puis l'équilibre de chaque bateau est ensuite réalisé avec du sable humide à l'intérieur que l'on peut apercevoir. Avec Armada qui possède de petits avions de 16 à 18 places, nous voilà de retour vers Tananarive. La surprise qui nous attend est de découvrir, vue d'en haut, la culture intensive avec des arrosages circulaires gigantesques. De terre rouge de la grande île nous impressionne une dernière fois. En bordure de rivière, à Tana, le linge qui sèche avec dans le fond le décor du château de la Reine sur les hauteurs de Tana. En
entrant dans le centre-ville, nous faisons un petit passage sur un chantier traditionnel qui fait bien ressortir le manque de mécanisation. Il s'agit de faire tout simplement un trou au fond de cette ruelle pour une fondation. Il n'y a que le travail à la chaîne qui reste possible pour gagner le bol de riz qui reste la nourriture préférée du Malgache. Dans le petit restaurant mitoyen au chantier, on vous fait voir que vraiment c'est toujours le Malgache le plus gros mangeur de riz au monde. On ne quittera pas notre grande île sans revoir notre association Lazare, c'est-à-dire les sans-abri, que je vous ai présenté au début du film. Nous y retrouvons les objets qu'ils fabriquent pour ensuite les vendre. Et ensuite, le fameux apprentissage qui se fait progressivement dans Casa 2, c'est-à-dire la deuxième étape. Une prise en charge des tout-petits avec la sieste obligatoire. Pour finir vers une visite à Casa 3, où on va retrouver l'installation d'une cuisine qui a évolué pour ensuite également faire des économies d'énergie. Avec l'utilisation, vous allez voir, de l'énergie solaire. Une famille à Casa 3 avec ses enfants qui semblent nous dire au revoir et à bientôt. Le retour autour du lac Anosy avec ses jacarandas, avec au centre le mémorial de l'Ange Noir, construit par les Français en l'honneur des Français et des Malgaches qui sont tombés pour la France pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, cet ange noir était repeint récemment couleur argent.